Bonjour et bien retrouvé sur la chaîne YouTube de blockchainconseil.fr. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question assez générique dans le monde des crypto-monnaies. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un système de paiement vraiment ubiquitaire qui peut approcher les chiffres statistiques d'un réseau Visa? Pour cela, nous allons analyser deux technologies. La première technologie est celle du Bitcoin, avec son réseau, sa deuxième couche protocolaire qui est le Lightning Network, le réseau Lightning Network, et Rayblocks, qui a été récemment rebranded, donc en fait, pour des raisons marketing, renommé en Nano. Et c'est une technologie totalement différente et nous allons analyser justement les deux. Alors, indépendamment du fait que les gens puissent l'utiliser ou pas, parce qu'il y a quand même le problème de la volatilité, les commerces doivent intégrer une crypto-monnaie qui est volatile, alors c'est sûr qu'ils n'intégreront pas la totalité de leur chiffre d'affaires, ce n'est pas souhaitable, je pense, tant qu'il n'y a pas une certaine stabilité. Mais d'un autre côté, ça peut commencer à être intéressant, parce que si les crypto-monnaies se répandent un peu, c'est vrai que ça fait quand même de la richesse qui est un peu dans la nature à capter. Et donc, ce n'est pas impossible que les commerces commencent à s'y mettre à la crypto-monnaie. D'autant plus que les crypto-monnaies ont un avantage assez remarquable, c'est celui de ne pas avoir les fees Visa. Parce que les fees Visa, comme on l'utilise nous en tant que particulier, en tant que société pour les dépenses courantes, c'est pas très dramatique. Mais par contre, quand vous êtes un commerçant, quand vous voyez dans les bars carte Visa, carte bleue à partir de 10 euros, ben c'est parce que les fees sont tellement élevés qu'à moins de 10 euros, ça commence à être important. Donc, le fait d'éliminer les fees, ça peut être un incentif très important pour les commerces. Et donc, si vous êtes un commerce, je vous incite à commencer à regarder les crypto-monnaies comme moyen de paiement alternatif, même pour commencer à mettre un pied dans l'avenir, même si vous n'envisagez pas de faire beaucoup de chiffre d'affaires, et pour l'instant, vous n'aurez pas beaucoup de clients, j'imagine, prêts à payer en crypto-monnaie. Voilà, donc la première technologie, c'est le Lightning Network. Le problème de Bitcoin aujourd'hui est surtout lié à ces fees très importantes. On a des fees qui vont entre 15, on a touché un pic à 30 euros, donc des fees qui font 15-30 euros, évidemment, bloquent complètement tout usage pour une utilisation courante, le style à la carte bleue, disons. Mais justement, il y a aujourd'hui, depuis le début de l'année, en fait, il y a des nœuds Lightning Network qui se mettent en place. Donc il y en a environ 1600 sur le testnet et environ 500 sur le mainnet qui sont opérationnels aujourd'hui et qui commencent à constituer ce réseau Lightning Network qui se pose par-dessus le protocole. C'est important de comprendre que le Bitcoin a cette couche principale qui est le protocole Bitcoin tel qu'on connaît. Et puis maintenant, on est en train de lui greffer par-dessus cette deuxième couche de paiement en fait, qui s'appelle le Lightning Network. Ce qui rend encore plus étonnante, c'est une sorte de divergence entre la technologie qui est en train de croître de manière très importante ces jours-ci, depuis le début de l'année, et le cours qui, lui, au contraire, il dégringole alors que la rigueur, la technologie s'améliore. Voilà, donc les deux couches de Bitcoin, le réseau Lightning et le Bitcoin, disons, tout court, sont indépendantes. C'est-à-dire que s'il y avait un bug dans le Lightning Network, ça n'impacterait pas la couche sous-jacente. Ce qui est très bien, c'est un peu comme si on était en train de reconstruire les 7 couches de TCP/IP, peu à peu. Et sauf que cette fois-ci, il y a de manière native le paiement dedans. Et on peut aussi apprendre des choses, des erreurs qu'on a fait quand on a fait le TCP/IP en mettant plus de sécurité déjà dans les couches assez basses. Donc ce Lightning Network est important. En quoi ça consiste en deux mots? Ça veut dire si Bob doit payer des bitcoins à Alice et fait ça de manière assez régulière, par exemple si Bob est une boulangerie et Alice est un client, ils peuvent ouvrir un channel et dire tous les mois, en fait on ferme le channel. Ça veut dire que la personne va acheter tous les jours chez sa boulangerie, les deux personnes s'échangent des bitcoins dans le réseau Lightning Network. Ils font des transactions qui sont en tout identiques à des transactions, enfin, autant sécurisées que s'ils étaient dans la blockchain, mais qui n'impactent pas la blockchain. Et seulement à la clôture du channel, quand ils ferment le channel une fois par mois, là, ils enregistrent une vraie blockchain, une vraie transaction dans la blockchain. Donc, en fait, au prix de deux transactions, celle d'ouverture du channel
et celle de clôture du channel, en fait, on peut faire passer en deux transactions de la vraie blockchain Bitcoin un nombre de transactions pratiquement infini. Si la personne va faire un achat à la boulangerie toutes les minutes pendant le mois, et ben c'est pareil, ça aura le même coût pour la couche sous-jacente que s'il était allé deux fois, en fait. Et donc le nombre de transactions après ne change pas, ce qui fait que le nombre de transactions globales peut être infini. Mais le Lightning Network va au-delà, parce que ça s'appelle network, justement, c'est un réseau. Ça veut dire que si deux personnes, si maintenant moi je dois passer des bitcoins à quelqu'un que je ne connais pas, le réseau peut se débrouiller pour me trouver le parcours le plus court entre des personnes, de manière à me proposer le parcours avec moins de fees et voir si je l'accepte justement pour faire un paiement. Et donc, ça veut dire que les personnes qui construisent un nœud aujourd'hui deviennent une sorte de mini-hub, de mini-banque, si vous voulez, de mini-passerelle au pivot, en fait, par lequel peuvent passer des transactions Bitcoin de demain. Évidemment, il n'y a pas l'appât de gain qu'on peut avoir avec les fees de transaction du Bitcoin couche 0, parce que, évidemment, le but de ce Lightning est de garder des fees très petites. Mais c'est intéressant parce que justement, ça peut faire quelque chose de très intéressant parce que virtuellement, le nombre de transactions qu'on peut absorber est infini. Et donc, on peut imaginer qu'on puisse atteindre les mêmes niveaux statistiquement, les mêmes niveaux que le circuit Visa. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que même quand on aura le Lightning Network, s'il marche à plein régime ou même s'il marche moins que plein régime, mais s'il commence à marcher de manière assez soutenue, forcément, il y aura une répercussion sur la couche 0 qui devra quand même faire les transactions d'ouverture et de clôture, et rien que ces deux transactions d'ouverture et de clôture pourraient dépasser le nombre de transactions qu'on voit aujourd'hui, qui viennent du trading, qui viennent d'autres choses. Et donc, c'est sûr que ça va être... il faut que la scalabilité, en fait, avance de pair dans les deux couches. Il ne suffit pas que Lightning Network marche sans bug et marche bien, mais il faudra aussi une solution de scalabilité pour la couche sous-jacente. Et c'est surtout ça qui peut amener un peu plus de retard, parce que sinon je pense que Lightning Network pourrait voir le jour même en 2018, c'est pas très compliqué, surtout si les nœuds arrivent de manière avec une cadence assez poussée comme ça a été le cas en janvier 2018. Et voilà, par contre, c'est le problème de la scalabilité plus bas, voilà, il faut voir un peu comment le résoudre. C'est pour ça que des competitors, si vous voulez, un peu des concurrents du Bitcoin, si on peut les appeler comme ça, essaient de se frayer un chemin et essayent justement de proposer leur propre solution. Alors moi, je pense que si la solution part des sources du Bitcoin, ça va être très difficile de disrupter le Bitcoin. Par exemple, si vous avez le Litecoin, si vous avez Decred, si vous avez d'autres monnaies comme ça qui partent des sources du Bitcoin, probablement, ils ne vont pas amener une innovation vraiment qui justifierait d'abandonner le Bitcoin. Et même s'ils le faisaient, puisque la base de source est la même, le Bitcoin pourrait aussi l'intégrer. Par contre, si l'architecture software, si l'architecture algorithmique est très différente, alors dans ce cas-là, une alternative peut vraiment soit grignoter des parts de marché au Bitcoin, soit carrément le remplacer, au moins pour la partie paiement. On ne sait pas ce qui va se passer, mais Rayblocks est quand même assez intéressant. Je vous explique pourquoi. Parce que Rayblocks, en fait, est une blockchain qui permet de faire des échanges de manière asynchrone. C'est-à-dire que quand je dois faire une transaction, la transaction va directement de moi qui veux faire le paiement à la personne qui reçoit le paiement. Donc cette transaction est scindée en deux. C'est-à-dire que moi j'envoie maintenant et l'autre personne il la prend quand il veut. En ce sens c'est l'état synchrone, c'est qu'il peut la prendre un mois plus tard, il peut la prendre dans les 2 minutes qui suivent. Peu importe, cette transaction est consommée quand les deux les deux sont consommés. Et après on notifie cette information on notifie cette information au ledger global, parce que forcément il y a le ledger global, un peer-to-peer qui est du type DAG, donc Direct Acyclic Graph, donc c'est un peu comme IOTA ou comme Byteball. Donc eux ils gardent les accounts et les balances de tous les accounts, mais ils peuvent faire du pruning, et donc ils peuvent éliminer des données qui sont devenues obsolètes. Donc la chose est assez légère, et ils disent aujourd'hui avoir fait plus de 4 millions de transactions pour une base de données qui fait 1,75 giga par là. Donc c'est très efficace.
Et la bandwidth aussi est très efficace, c'est-à-dire la bande passante nécessaire est assez petite parce qu'ils sont arrivés à compacter les transactions justement dans un paquet UDP, qui est le paquet le plus petit qui peut voyager sur Internet, contrairement à UTCP, qui lui il est plus lourd, parce qu'il vérifie, il a besoin des handshakes, etc. Il a besoin de plusieurs allers-retours pour confirmer. Il est plus sûr, le paquet est plus sûr, donc il arrive, c'est comme une accusé de réception si vous voulez, alors que l'UDP c'est un peu une lettre normale, mais par contre il arrive plus vite. Et donc le fait qu'ils sont arrivés à compacter les transactions dans ce UDP fait que RayBlocks pour le coup est très efficace d'un point de vue aussi de la bande, de la vitesse de transmission du réseau. Donc voilà, pour revoir la chose de manière un peu plus, pour résumer un peu, quand vous avez le Bitcoin, votre transaction est obligée de passer par tous les miners qui vont la tester, qui vont l'assembler, etc. Et celui qui va résoudre la proof of work est celui qui créera le prochain bloc. Mais entre-temps, votre transaction est passée au niveau réseau par tous les miners qui l'ont travaillé, qui l'ont élaboré, etc., qui l'ont ajouté à leur bloc, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a un passage obligatoire dans le même pool du Bitcoin qui met un overhead de plus, si on veut l'exprimer comme ça, du moins par rapport à ce qui fait RayBlock. Dans RayBlock, la transaction se fait pratiquement automatiquement entre les deux personnes et il y a juste la notification. La notification que le truc est survenu, que l'unité de transaction est survenue. Et le réseau, à ce moment-là, vérifie qu'il n'y a pas un conflit. S'il y a un conflit, il soumet la transaction en vote. Et s'il n'y a pas de conflit, il l'intègre directement. Donc, de ce fait, RayBlocks affirme aujourd'hui être déjà capable d'atteindre de 7000 transactions par seconde, en ce qui fait que RayBlocks, c'est peut-être une architecture plus intelligente, plus intéressante que le Bitcoin, qui peut-être marcher mieux. Ça, le futur le dira. Donc, comment elle se compare au Lightning Network, le futur aussi le dira. Mais je pense que c'est deux technologies qu'il faut vraiment regarder de près aujourd'hui, parce que c'est de là qu'il pourrait sortir le paiement instantané, pratiquement instantané, en crypto-monnaie dans les années à venir. Voilà. Au revoir et à la prochaine.